Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. On vit de l'amour, je vivais la nuit. Cette chanson d'Aznavour, tout le monde l'a dans la tête. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une personne qui a justement 20 ans. Elle écrit, elle rêve, elle cherche, elle doute, elle crée. Et elle nous propose une réflexion sur le bonheur, avant même que la vie ne lui demande de faire son bilan. Comment vivre sans regret? Comment apprendre à être heureux quand on a 20 ans? Les pièges de la comparaison à 20 ans? Qu'est-ce qui nous rend profondément vivants et où se cache le bonheur? Découvrons tout ça dans une nouvelle conversation avec Fanfan de la Rose. Mon message, c'est juste de suivre ses rêves. Et oui, c'est un risque, c'est vraiment hyper risqué de miser sur soi et de miser sur ses rêves. Mais en même temps, encore une fois, si on ne le fait pas, ça pourra créer des regrets et ça pourra nous empêcher d'être heureux et ça sert à rien de vivre une vie qui ne nous épanouit pas. Bienvenue dans Vie Happy Rise pour une nouvelle conversation. Et aujourd'hui, je suis donc enchanté de recevoir Fanfan de la Rose et qui va nous parler de son dernier livre, donc Enchanté, justement. Comment vas-tu? Bah bien, et toi? Très bien, très super. Heureuse d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Donc comment une personne qui a ton âge, donc tu peux dire ton âge? Oui, j'ai 22 ans, oui. Comment une personne donc de 22 ans aujourd'hui t'as envie de te présenter? Déjà, moi, j'ai un peu cette particularité où je trouve que quand les gens se présentent de nos jours, ils ont tendance à dire leurs études, leur métier. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de présenter un peu notre personnalité, enfin qui on est à l'intérieur plutôt que ce qu'on a fait, parce que finalement, ça nous définit pas vraiment. Donc, pour me présenter, donc enchantée, Fanfan de la Rose, 22 ans. Et je suis quelqu'un de très curieuse, ouverte, toujours à rechercher, à voir le verre à moitié plein, à voir le positif. J'aime bien observer le monde, me poser des questions sur la vie, essayer de trouver les réponses. Et je pense que j'ai été comme ça depuis toujours. J'ai toujours été comme ça, très dans ma bulle, assez timide quand j'étais petite et petit à petit ça va mieux. Et du coup, de tout ça, j'ai eu la passion pour l'écriture. Du coup, j'étais dans ma bulle et c'était plus facile pour moi de m'exprimer à travers les mots plutôt qu'à travers la parole. Donc j'ai aussi beaucoup dansé, donc c'était vraiment mes deux formes d'art à travers les mouvements et les mots. Vu que j'étais quelqu'un de très réservé, très dans ma bulle. Et voilà, maintenant je suis très épanouie. Donc voilà, c'est mon métier. Est-ce qu'il y a eu un moment justement de déclic où tu as, peut-être par la danse ou par l'écriture, tu es sortie de cet état de timidité? On va dire le premier déclic, j'ai vécu aux États-Unis. Donc avec mes parents, on est partis 5 ans là-bas pendant mon lycée. Et je pense que ça a été un premier déclic avec ma personnalité, d'être dans un nouvel environnement. J'ai un peu réinventé ma personnalité. Je me suis dit, ok, maintenant tu vas oser parler, aller voir les gens, sortir de ta bulle. Et c'est vrai que la culture américaine hyper accueillante, hyper sociable, ça m'a un peu boostée dans cet aspect-là. Et je pense que même c'est grâce à ça que j'ai aujourd'hui le courage d'écrire mes livres, parce que ce que je dis dans mes livres, c'est assez personnel parfois, les pensées que j'ai sur la vie. Donc je pense que ça a été le premier déclic, oui. Donc tout vient quand même d'une décision. Tu t'es dit je vais oser. Donc tu as décidé d'oser à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Même si l'environnement extérieur t'était favorable pour pouvoir le faire plus facilement. Exactement, oui. Et ça aurait pu être la peinture, ça aurait pu être autre chose. Alors pourquoi l'écriture qui t'a motivé pour pouvoir t'exprimer? J'ai toujours été une grande lectrice. J'adore lire. Pour moi, c'est super important de pouvoir s'échapper dans d'autres univers. Et quand j'étais petite, je m'échappais tout le temps dans d'autres univers. Et c'est vrai que c'est venu assez naturellement. Je pense que je me souviens même plus de quand est-ce que j'ai commencé à aimer, la raison de pourquoi, parce que je me rappelle que mes premiers livres, j'ai voulu les écrire à 8 ans. Je prenais l'ordinateur de mes parents et j'écrivais tout le week-end. Après, j'avais 8 ans, donc c'était des histoires de princesses, un peu à la Harry Potter. Mais c'est vrai que, vu que j'étais très jeune, je sais même plus ce qui m'a donné envie. Je pense que j'ai tellement lu, j'adorais tellement m'échapper dans des univers que j'ai voulu créer des univers où d'autres gens pouvaient s'échapper. Et puis des univers positifs à chaque fois, parce que la vie parfois peut être compliquée. Donc moi, à travers les films ou les livres, j'aime bien à chaque fois m'échapper dans un univers qui rebooste, qui redonne espoir. Et quand tu reviens à la réalité, t'es vraiment reboosté, remotivé pour voir le positif dans ta propre vie malgré les difficultés par moment, quoi. Donc j'ai toujours eu cette passion, cette envie, toujours. Est-ce que tu te voyais déjà écrire beaucoup de livres quand tu avais 8 ans? Parce qu'aujourd'hui, tu en es à ton deuxième. C'est vrai. Publié. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais au moins publié. Alors à 8 ans, je considérais pas ça comme un vrai métier.
Je me disais, c'est mon rêve, j'ai envie d'écrire un livre et de le publier un jour dans ma vie, c'était tout en haut de ma bucket list. Mais jamais je me serais projetée à en faire mon métier. Je ne sais pas pourquoi, parce que mes parents m'ont jamais non plus mis dans une case ou m'ont jamais dit que c'était pas un vrai métier ou qu'il fallait faire ci ou ça comme métier. Mais je pense que, vu que quand j'étais petite, j'étais très réservée, très timide, j'étais aussi très académique, très studieuse, je passais mes week-ends à faire mes devoirs et je pense que moi-même, je me suis mis un peu dans cette case de c'est trop créatif, trop artistique pour être considéré comme un vrai métier, pour gagner de l'argent sur ça, c'est plus une passion à côté, comme la danse, ça a toujours été une passion à côté. Et je pense que j'avais aussi pas envie que ça devienne un métier, donc que ça devienne une contrainte. Je voulais vraiment préserver cette passion et que ça reste un loisir et quelque chose d'amusant, de beau pour me remplir à côté. C'est assez récent que je me suis dit, finalement, c'est carrément un vrai métier. Donc à 8 ans, non, pas du tout, je me projetais pas du tout. Après, j'ai continué ma scolarité, mes études, toujours un petit peu en essayant de chercher ce qui me plaisait, ce que je pouvais faire. Donc j'ai fait des cursus très généraux, des études de communication, tout ça. Et c'est vraiment très très récent, je dirais il y a 2-3 ans, où j'ai un peu eu ce déclic. Du coup, j'ai fait pas mal de stages, j'ai grandi, j'ai mis des premiers pieds dans le milieu du travail et rien me comblait autant que la danse ou l'écriture. Et je voulais absolument pas me résigner à faire un métier qui ne me rendait pas heureuse. C'est absolument pas ma philosophie de vie. Donc je me suis dit, mais finalement, c'est écrire qui me rend heureuse et il y a des gens qui y arrivent, il y a plein d'auteurs. Donc pourquoi pas tenter? Donc c'est à ce moment-là où je me suis mis à écrire pas que mes autres livres étaient des faux livres, mais un vrai livre dans l'optique de le publier et de commencer ma carrière en tant qu'écrivaine. Donc c'est assez récent et j'ai vraiment eu ce déclic comme ça un jour. Je me suis dit non, mais en fait, c'est pas un rêve d'enfant, c'est un rêve d'adulte, être écrivaine. Et tu parlais du positif. Est-ce que c'est une valeur que tu as toujours eu en toi ou tes parents t'ont inculqué? Comment ça s'est formé et que ça a grandi en toi? Je pense que c'est une valeur que j'ai toujours eue en moi, de cette résilience à toujours voir le positif. Je pense que ma maman me l'a aussi beaucoup inculqué, mais je pense honnêtement qu'on se l'est inculqué toutes les deux, qu'à ma façon je lui ai aussi inculqué parce que j'ai certains souvenirs de quand j'étais petite où on a traversé des moments très difficiles et elle était vraiment pas bien et je me rappelle à 10-11 ans essayer de l'aider à se relever en lui disant des phrases positives. Je pense que j'ai toujours eu ça en moi et je pense que ma maman me l'a aussi inculqué à sa manière. Donc oui, après on a traversé des moments assez difficiles dans ma famille, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie. J'ai toujours eu cette envie d'être heureuse, cette détermination à être heureuse, et j'ai jamais vraiment voulu trop me laisser aller dans ces moments difficiles, à la tristesse, au désespoir. Et quand c'est arrivé, parce que c'est déjà arrivé que je me laisse aller, ça m'a tellement fait peur de pas pouvoir me relever et d'être submergée par cette émotion. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu en moi, ce refus de vouloir tomber dans les émotions négatives, même si parfois c'est nécessaire pour extérioriser. J'ai un peu ce refus-là et c'est ce qui crée la détermination à voir le positif et c'est les messages que j'ai envie de transmettre aussi dans mes livres du coup. Eh bien, écoute, parfait. Donc tu dis quand même que tu fais pas une négation aussi sur des moments où tu dois traverser aussi des émotions qui sont plus délicates. Exactement. Hein. Donc tu en prends, comment tu les gères, comment tu en prends en compte pour pouvoir rebondir sur du positif? Ça a été c'est difficile pour moi d'accepter les émotions négatives. Je pense que toute la première partie de ma vie, je dirais de mes 0 à 10, 12, 13 ans, je pleurais pas. Je n'ai jamais pleuré quand les choses me rendaient triste, quand il y avait de la colère. J'extériorisais aucune émotion, je refusais de pleurer. Et j'ai perdu ma tante au Bataclan donc en 2015. J'ai pas pleuré la première année, j'ai pas versé une larme. Et c'est cet événement dont je parlais où forcément ma maman était dévastée. Et moi, le 14 novembre, quand on l'a appris, ma première réaction, justement, j'ai dit à ma maman... je pense que ta sœur, elle aurait pas voulu qu'on arrête de faire les choses qu'on aime. Donc viens, on met la musique, viens, on danse, vu que la danse, c'était ma thérapie. Et il faut surtout pas se déconnecter des choses qui nous rendent heureuses. Donc ça a été ma première réaction. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, de pas me laisser submerger par les émotions négatives et de rester accrochée à ce qui me rendait heureuse. Donc on a vraiment traversé des épisodes très difficiles et forcément, au bout d'un moment, il faut pleurer, quoi. Il faut extérioriser. Donc après cet événement-là,
petit à petit, je m'ouvrais aux émotions négatives parce que je pense que j'en gardais beaucoup en moi. Mais c'est un long travail d'essayer de l'accepter, d'essayer d'extérioriser. Très souvent, quand je commence un petit peu à le ressentir, j'essaie de tout verrouiller pour non, c'est bon, tout va bien. Mais forcément aussi, en grandissant, je réalise que c'est pas bien de faire ça, c'est pas sain pour moi. Donc j'essaye de l'accepter et c'est marrant parce qu'à travers mes héroïnes, je pense que forcément il y a des parts de moi et elles aussi elles ont un petit peu de mal avec ça, mais elles essayent de s'ouvrir à ça parce qu'elles réalisent qu'il faut s'ouvrir aux émotions négatives pour vider et ensuite se remplir de positif. Donc je pense que je mets aussi cette petite part de moi à travers mes héroïnes, le fait justement de dire que c'est pas grave d'être triste, c'est pas grave de pleurer, d'être en colère, de s'énerver. Justement, faut faire sortir tout ça pour ensuite faire entrer le positif. Mais c'est en continu, quoi. Enfin, je grandis avec mes héroïnes aussi, je mets des parts de moi en elles, forcément. D'ailleurs, tu parles de l'impermanence hein, dans le livre, hein, il y a tout un paragraphe là-dessus, comme quoi la vie, elle évolue, etc., mais que Exactement. tout est à prendre en compte pour pouvoir justement... Que tout est tout le temps en mouvement, donc il faut s'adapter et lâcher prise, même si c'est très difficile. Et je pense que le lâcher prise, c'est vraiment un thème qui est présent dans mes 2 livres, parce que je pense que c'est aussi quelque chose avec lequel j'ai du mal et avec lequel je suis consciente que c'est hyper important de réussir à le faire dans la vie pour justement laisser rentrer le bonheur et les émotions positives. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi un thème central dans mes 2 livres. Les héroïnes, elles ont toute cette quête personnelle pour essayer de lâcher prise et faire rentrer le positif et de pas rester toutes enfermées dans leur bulle sans vouloir extérioriser, à tout garder pour elles dans leur solitude un peu émotionnelle. Donc tu parles de lâcher prise, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. On n'appuie pas sur un bouton pour dire lâche prise. Hein, ça marche pas comme ça. Pas du tout, c'est donc est-ce que tu as 2 ou 3 petits tips dans ton âge à ton âge pour pouvoir accéder à cet état qui te permet aussi d'avoir plus de clairvoyance? Franchement, honnêtement, je pense pas que j'ai des conseils sur le lâcher prise à ce stade de ma vie. Malheureusement, j'aimerais bien. Je pense qu'avec tout ce que j'ai traversé, je peux avoir certains conseils à donner sur certains aspects, mais le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que même moi, j'essaie de continuer à travailler dessus. Et je pense que c'est tellement difficile. Et honnêtement, je pense que c'est un travail de très longue haleine. Et je sais même pas si un jour, je pourrais dire ou on pourra dire c'est bon, ok, on a réussi. Pour moi, c'est un peu constamment, faut se rappeler de relativiser, respirer, prendre le temps d'extérioriser. Et c'est juste des rappels qu'il faut se donner à soi-même. Et je pense aussi que ce qui peut être plus facile pour, entre guillemets, lâcher prise, c'est juste d'accepter que parfois on est des personnes qui sont trop dans le contrôle et c'est peut-être pas possible pour nous de lâcher prise. Et peut-être que c'est pas grave finalement et peut-être qu'il faut trouver une autre façon d'extérioriser ou une autre façon d'atteindre ce stade d'apaisement. Parce que finalement, à force de nous répéter « il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise », il y a peut-être certaines personnes qui en sont incapables. C'est tellement compliqué pour elles sont tellement dans le contrôle et je pense que je dois sûrement en faire partie. Et c'est vrai que de se répéter « il faut lâcher prise », on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas normal ou qu'on n'y arrive pas ou que certaines personnes y arrivent mais que nous, on n'y arrive pas. On peut se comparer, se décourager, se mettre la pression. C'est à l'opposé du lâcher prise de se mettre la pression sur lâcher prise. Enfin, c'est juste un énorme paradoxe. Donc je pense que juste parfois, il faut se dire « mais acceptons-nous tels que nous sommes ». Il y a des gens qui réussissent à lâcher prise. Moi, peut-être que j'y arrive pas, c'est pas grave. Et juste continuer à avancer en s'acceptant vraiment qui on est avec nos qualités, nos défauts. Et parfois, c'est pas grave de pas y arriver. Je pense que juste accepter le fait que ce soit pas grave de pas y arriver, c'est une forme de lâcher prise finalement. Donc, oui, bien sûr, c'est admettre que on peut pas être totalement, complètement parfait et puis se pardonner aussi. Exactement, exactement. Donc Lola, hein, qui est le personnage principal d'Enchanté. Donc d'abord, pourquoi ce titre Enchanté? Et puis, quelles sont un peu les différences par rapport à une autobiographie, en fait, hein, entre Lola et toi? C'est vrai. Alors, Enchantée déjà parce que j'aime beaucoup le titre du livre Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je trouvais ça hyper intéressant parce que je trouvais que le titre était très profond et en même temps léger. Il y avait une forme de légèreté à juste accepter la tristesse parce que donc c'est l'héroïne qui rencontre l'émotion de la tristesse pour la première fois. Et donc moi, le livre, c'est totalement l'opposé. C'est une héroïne qui a tout pour être heureuse, mais qui ressent au plus profond d'elle qu'elle a besoin de plus pour être heureuse et elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment se débarrasser de ce sentiment. Elle voit tous les gens autour d'elle être hyper heureux, apaisés dans la simplicité et l'ordinaire de leur quotidien et elle arrête pas de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, elle a envie de faire le tour du monde,
elle est juste absolument pas satisfaite de sa vie et elle a un vide en elle qu'elle n'arrive pas à combler. Donc elle n'a jamais vraiment ressenti le pur bonheur et juste la joie de vivre. Elle ne l'a jamais ressenti et c'est vrai que je trouve que c'est un sujet très universel. Je pense que avec les réseaux sociaux, en plus, on a une fenêtre ouverte jour et nuit sur la vie de tout le monde et je pense que ça nous met en tête toutes les possibilités de vie qui s'offrent à nous. Donc forcément, la comparaison s'installe et forcément, on peut se dire l'herbe est plus verte ailleurs et du coup, forcément, ça crée une insatisfaction dans notre quotidien. Donc je pense que c'est des sujets vraiment très actuels et c'est pour ça que je voulais que le titre ce soit Enchantée parce que c'est vraiment la rencontre avec le bonheur, le vrai bonheur profond de mon héroïne. Donc pour la première fois, elle dit enchantée au bonheur, elle se dit enchantée à elle-même aussi parce que je trouve que pour être vraiment heureux, il faut d'abord apprendre à se connaître soi parce que ce qui va te rendre heureux n'est pas la même chose qui va me rendre heureux, n'est pas la même chose qui va vous rendre heureux. Donc je trouve que c'est super important d'apprendre à se connaître soi, donc finalement de se dire enchanté à soi-même parce que quand on a l'impression d'avoir un vide en nous, quand on a l'impression qu'on a besoin de plus pour être heureux, c'est que finalement on n'a peut-être pas passé assez de temps à apprendre à se connaître et c'est peut-être la première étape pour savoir où chercher son bonheur. Donc c'est un titre qui mêle plein de choses, enchanté à soi-même, enchanté au bonheur et j'aimais vraiment bien aussi le parallèle de l'enchantement parce que je vais beaucoup parler de spiritualité, de développement personnel dans mon livre et j'aimais vraiment bien le parallèle que la quête du bonheur est aussi un chemin enchanté. Donc j'aime beaucoup ce titre, je suis très attachée au titre et il y a beaucoup de signification derrière. Non, c'est vrai qu'il est à multiples facettes, on va dire, hein, parce qu'il y a à la fois l'accueil de soi, hein, comme c'est ça, et puis il y a l'émerveillement. Tu parles beaucoup d'émerveillement, d'enchantement, donc c'est tout à fait cohérent et puis plein de mystères qu'on va découvrir dans ce livre. Donc ça c'est bien. Et donc Lola, par rapport à toi, quelle est un peu les différences par rapport à une autobiographie que tu aurais pu faire? Parce que là, c'est romancé. Tu l'as écrit un conte de bonheur, donc c'est un conte. C'est ça. Alors, c'est totalement romancé, c'est vraiment purement fictif. Je pense que la part de moi que j'ai mis dans Lola, c'est cette insatisfaction à voir la magie dans son quotidien par moment. Je pense qu'en grandissant, petit à petit, j'arrive de plus en plus à le faire. Mais c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit il y a 2 ans et demi et le temps de l'écrire, le corriger, le publier. Donc, c'est vrai que c'est beau aussi de voir l'évolution et à quel point moi j'ai grandi comparé au moment où j'ai commencé à écrire le livre. Donc c'est vrai que sa personnalité en tant que telle est assez différente de la mienne. Je pense qu'elle est beaucoup moins timide que moi, beaucoup plus sociable, ouverte au fun ou à la spontanéité, tout ça, beaucoup moins timide. Mais j'ai vraiment mis cet aspect où parfois on est dans nos pensées et on a l'impression d'avoir tout pour être heureuse, mais finalement, on n'arrive pas à ressentir ce pur bonheur parce que peut-être qu'on a des blocages inconscients ou quoi que ce soit. Donc j'ai plus mis cet aspect de moi dans Lola. Par contre, l'héroïne de mon premier livre qui s'appelle L'Humaine, donc l'héroïne s'appelle Rose, j'ai vraiment mis énormément de moi, ma personnalité, mes réflexions sur le monde. Et c'est vrai que dans mon premier livre, j'ai tellement mis de moi dedans que dans mon deuxième livre, j'ai voulu rajouter beaucoup plus de fiction aux personnages et un petit peu plus m'en détacher tout en partageant en elle des thèmes qui me sont chers et des choses avec lesquelles j'ai pu rencontrer des difficultés dans ma vie, même si maintenant j'ai pu grandir et apprendre. C'est vrai que ça me tenait à cœur en ayant traversé une phase un petit peu comme Lola, en ne sachant pas où trouver mon bonheur. Je me suis dit que lire cette histoire, ça pourrait aider d'autres personnes qui sont dans cette même phase. Et je pense que vers 15, 16, 17 ans, je pense que beaucoup de personnes peuvent être dans cette phase aussi. Moi, je sais que c'était plus dans ces années-là que je ressentais tout ça. Et c'est vraiment à chaque fois pour donner espoir, donner quelques clés, rendre les gens heureux que j'écris des livres. Un peu comme un livre initiatique aussi. Donc, on a parlé aussi de L'Alchimiste, par exemple. Et toi, comment voulais-tu offrir une nouvelle vision sur le chemin vers soi? Alors justement, c'est hyper intéressant parce que j'adore les récits comme L'Alchimiste, Eat, Pray, Love, c'est un de mes films préférés. Je trouve ça tellement inspirant de tout quitter pour aller se nourrir aux 4 coins du monde et retourner à la maison totalement remplie. Franchement, je trouve ça super inspirant, mais c'est vrai que d'un côté, je trouvais ça un petit peu dommage qu'il n'y ait aucun récit qui existe, à ma connaissance en tout cas, qui nous montre tout l'inverse et qui montre aux gens que, ok, oui, tu peux tout quitter du jour au lendemain, voyager autour du monde, ça va sûrement te remplir,
tu vas revenir totalement transformé, mais tu peux aussi faire ça. Et je voulais vraiment offrir cet autre récit, ce nouveau récit aux gens où t'as pas besoin de faire le tour du monde, t'as pas besoin de trouver l'âme sœur, t'as pas besoin de te raccrocher à des mantras un peu abstraits sur la vie pour trouver le bonheur, parce que dans un sens c'est peut-être une forme de fuite, de partir aux quatre coins du monde, de tout plaquer, même si je trouve ça vraiment très inspirant. C'est vrai que je me suis dit que ce serait vraiment bien d'offrir aux gens un récit où tu restes à la maison, tu changes rien à ton environnement, aux personnes qui t'entourent, et c'est que toi qui essaies de travailler pour apprendre à être heureux et à changer ton état d'esprit, donc pour apprendre à mieux te connaître, pour savoir où chercher ton bonheur, apprendre à avoir le courage d'aller à la poursuite du bonheur, et surtout apprendre à le cultiver une fois que tu as su l'attraper. Donc c'est vraiment, vraiment sur ça que j'ai axé mon livre, pour offrir un nouveau récit aux gens, en disant Eat, Pray, Love c'est possible, mais ça aussi c'est possible. Et tu écris d'ailleurs dans le livre, la plus belle qualité qu'on puisse avoir, c'est la volonté d'être heureux. Donc ça veut dire que ça départ d'une décision, ça démarre d'une décision. C'est un choix, exactement. C'est un choix. C'est un choix. Et c'est quelque chose que j'admire énormément chez les gens, quand ils sont déterminés à être heureux, quand ils se battent pour leur bonheur, parce que dans le monde dans lequel on vit, franchement c'est compliqué, on vit tous des hauts et des bas, on a tous des vies plus ou moins compliquées par moments, on traverse tous des épreuves, et c'est tellement facile de se laisser submerger, et ça arrive à tout le monde, mais avoir la résilience et la volonté de se relever, c'est un choix à faire. Un jour on se réveille, on prend cette décision, et je trouve que c'est hyper admirable d'avoir cette qualité. Tu as écrit aussi, il y a beaucoup de verbes qui reviennent, hein, c'est des verbes d'action, donc vivre, créer, rêver. Exactement. Et puis avec des émotions qui sont apaisement, émerveillement et également liberté. Donc comment ça résonne chez toi pour pouvoir l'écrire et puis le transmettre chez les autres? Et justement ça c'est une de mes professeurs à l'école qui nous avait fait faire un exercice quand j'étais en première année en école de communication, et cet exercice m'avait marqué. Donc je l'ai même cité dans les remerciements. Mais c'est un exercice où il faut que tu listes 10 choses que tu aimes faire, indépendamment des personnes, des lieux. Ça peut pas être j'aime passer du temps avec cette personne, parce que du coup le moment et l'émotion que tu ressens de joie, c'est dépendant de la compagnie de l'autre personne. Donc il faut vraiment que ce soit des choses qui te rendent heureux, indépendamment de tout, vraiment que toi. Donc forcément ça fait se poser des questions. Tu réalises 10 choses qui me rendent vraiment, vraiment heureuse, où il y a personne, c'est pas être à cet endroit-là, parce que ça dépend de cet endroit ou de cette personne. Donc ça fait se poser les bonnes questions, et une fois que tu as trouvé les 10 choses qui te rendent heureux, il faut trouver des verbes qui correspondent à chaque moment, et des émotions qui correspondent à chaque moment. Et c'est vrai que souvent on réalise qu'il y a des verbes qui reviennent dans les 10 choses qui nous rendent heureux, et ça permet de beaucoup mieux se connaître et de beaucoup mieux savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous est important pour nous. Donc c'est vrai que le mot vivre, ça revient pour moi, parce que c'est juste un sentiment de tu te sens vivant, enfin c'est important de vivre quoi. Et créer, c'est une forme de méditation pour moi, de créer soit dans la danse, soit à travers l'écriture. Et rêver, parce que c'est l'émerveillement, parce que ce que je disais quand j'étais petite, je lisais beaucoup, c'était mon échappatoire. Donc rêver, c'est un peu un échappatoire, et après tu reviens sur terre et ça va mieux quoi. Tu t'es un peu émerveillé dans ton monde. Et le sentiment de liberté, je l'associe beaucoup au verbe vivre aussi. Donc de se sentir vivant, de se sentir libre. Un peu, j'imagine, du vent dans les cheveux, la nature autour, et ça c'est des sentiments. Du coup tout ça crée l'apaisement. Donc tout est un peu lié. Imbriqué avec la liberté. Exactement. Donc Lola, elle utilise aussi beaucoup ses mains, parce qu'elle fait de la couture, elle fait des vêtements, etc. Donc comment tu vois aussi, t'as ton regard par rapport aux activités manuelles, artistiques, par rapport au corps, par rapport aussi à se connaître soi-même? Pour moi, c'est carrément une forme de méditation. Peu importe que ce soit la peinture, la couture, je pense que ça peut être différent pour tout le monde. Donc moi, c'est la danse et l'écriture, et Lola, c'est la couture. Mais pour moi, c'est vraiment une forme de méditation où ton cerveau, il est en off. T'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de réfléchir, juste tu fais, t'agis, et généralement, t'es tellement aligné avec toi-même que ça se fait tout seul. Et pour moi, avoir des activités manuelles, en tout cas pour moi et même dans ma famille,
c'est très important. On a vraiment été éduqués à fabriquer des choses avec nos mains. Vraiment, pour moi, c'est être dans la vraie vie, c'est être dans le concret. Surtout avec l'intelligence artificielle, les réseaux, les écrans, c'est hyper important de rester connecté au réel, au concret, aux activités manuelles, de vraiment sentir les matériaux sur ses mains et que le corps, oui, soit connecté à tout ça, dans le mouvement. C'est une forme de méditation. Et tu disais, est-ce qu'il y a une volonté aussi de le faire ensemble, peut-être aussi certaines activités de faire à plusieurs, ce qui fait que ça ajoute au côté social aussi. Oui, totalement. Bah, ça crée du lien, ça crée des souvenirs et pour moi, c'est super important. Donc dans Enchanté, on parle aussi de l'amour. On parle pas que, enfin, ça fait partie du bonheur. Oui, j'imagine. Bien évidemment, bien évidemment. Quelle place a l'amour dans donc dans ce qui se passe, sans raconter ce qui se passe dans Enchanté, et quel est un peu le message que tu voulais donner par rapport à l'amour? Alors dans Enchanté, le message que je voulais donner par rapport à l'amour, c'est que bien sûr ça ajoute énormément au bonheur, mais je pense que si on commence ce travail sur soi, le plus important c'est d'abord l'amour de soi avant l'amour de l'autre. Donc c'est pour ça que dans le livre, la romance, l'amour, ça a une place, mais ça n'a pas la place centrale, parce que je voulais vraiment que ce soit concentré sur la quête du bonheur de Lola, son amour de soi, son amour de sa vie à elle, indépendamment de l'amour. Et je pense qu'une fois que t'es bien avec toi-même, que t'as l'amour de soi, que t'as l'amour de ta vie, bah là, l'amour de l'autre, des autres, pourra rentrer. Donc c'est un peu cette place-là qu'il a, mais bien évidemment, ça joue un énorme rôle, l'amour dans la vie. Enfin, la vie sans amour, ça n'a pas trop de sens, honnêtement. Donc non, ça a une place vraiment très importante. Et le message que je voulais faire passer aussi dans Enchanté, c'est que très souvent dans les livres, dans les films, dans les romances en tout cas, on suit un petit peu les prémices de l'amour, la phase de séduction, toute leur histoire. Et finalement, ça se finit quand ils se mettent ensemble ou à partir du premier bisou. Même dans les Disney, les princesses Disney, c'est un peu ça le schéma. Et je voulais vraiment montrer... Donc après, le livre va pas durer à rallonge, mais je voulais quand même avoir quelques chapitres pour montrer, encore une fois que tu as réussi à trouver le bonheur, comment le cultiver, et une fois que tu as réussi à trouver l'amour, comment le cultiver, parce que dans les récits, en tout cas, qu'on nous montre, c'est peut-être compliqué, ils bravent des épreuves pour se mettre ensemble, ils se mettent ensemble, et après, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et dans la vraie vie, c'est pas comme ça, c'est que le début, le bisou, le début de l'histoire, et après, l'amour, ça se cultive comme tout dans la vie, il faut le cultiver, donc c'est vraiment ça que je voulais montrer, ou apporter cette prise de conscience aux gens que dans les récits, généralement, le prince et la princesse s'embrassent et ils vécurent heureux, mais dans la vraie vie, il faut apprendre à le garder, il faut apprendre à le cultiver. C'est un peu les réflexions que Lola se fait à travers le livre, à travers l'histoire d'amour qu'elle vivra, sans en dire trop. Absolument. Donc c'est un conte, comme tu as dit, mais c'est aussi un conte réaliste, parce que tu parles de regret également. Tu même dit, je pense que j'ai toujours su au fond de moi que la pire émotion que je pourrais ressentir serait celle du regret. Comment on peut avoir à 22 ans des regrets sur quelque chose, et comment tu peux prendre en compte les regrets pour pouvoir avancer d'une manière aussi positive? Justement, quand tu disais quelle partie de toi t'as mis dans Lola, cette phrase, c'est carrément moi à 100%. Donc c'est vrai que je sais pas comment à 22 ans on pourrait déjà avoir des regrets, mais je pense que c'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de vie. Et peu importe l'âge, je pense que les gens peuvent avoir des regrets. Et c'est vrai que ça a toujours été important pour moi de ne pas en avoir. En fait, je pense que je me suis toujours projetée assez âgée, et j'ai toujours fait le parallèle. Mais attends, est-ce que la décision que je prends maintenant, dans 50 ans, est-ce que je vais pas regretter? Et c'est pas forcément les décisions que je prends, mais plus les décisions que je ne prends pas. Surtout, je pense, parce que je suis quelqu'un de très timide. Je pense que naturellement, je me suis dit, tu vas peut-être regretter de ne pas avoir osé faire ça. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'oser, de prendre la décision d'oser. Donc je pense que ça a toujours été lié chez moi assez naturellement, vu que j'étais timide et que j'osais pas faire les choses. Naturellement, je me suis dit, tu vas peut-être regretter de ne pas le faire. Donc naturellement, je me suis dit, ok, ne te mets jamais dans une situation où tu pourrais potentiellement le regretter plus tard, de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir osé, parce que finalement, la timidité, la peur d'oser, la peur du regard des autres par moment, c'est tellement minime par rapport à l'immensité du monde. Donc forcément, dans 50 ans, on va se dire, mais on est trop bête, pourquoi on a eu peur ce jour-là, cette seconde-là.
ça aurait rien changé au moment et ça aurait peut-être tout changé à notre vie à nous. Donc c'est pour ça que le regret, ouais, c'est vraiment quelque chose où j'essaie d'à chaque fois réfléchir aux regrets que ça pourrait potentiellement créer. Donc c'est vrai que j'ai que 22 ans, donc pour l'instant je pense pas avoir de regrets. Donc je sais pas trop comment répondre à la deuxième question, comment vivre avec les regrets sur cette quête du bonheur, mais Je pense que tu viens de le dire, c'est-à-dire que ça sert de moteur. c'est En fait, de te exactement ça. projeter dans l'avenir pour te dire si je fais pas ça, peut-être que j'aurai de regrets. Donc finalement, ça te sert de moteur Ça sert de pour moteur pouvoir oser. C'est ça, pour oser et finalement faire les choses qui nous rendent heureux. À chaque tête de chapitre, tu as des citations hein, de Oui. Gilmore Girls. C'est Donc, ça. est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi ce choix et puis qu'est-ce qui te donne envie aussi? Est-ce que est-ce que ça t'a servi aussi de base pour pouvoir créer? Alors ça m'a pas du tout servi de base, je les ai rajoutés à la toute dernière minute, vraiment quelques jours avant que le livre soit publié. C'est vrai que c'est une de mes séries préférées, Gilmore Girls, et le livre se passe dans une petite ville assez similaire à la ville Stars Hollow dans la série Gilmore Girls. Et c'est vrai que peut-être le point de départ de la petite ville, des habitants, de la dynamique entre tous les voisins, les commerçants, c'est vrai que je pense que Gilmore Girls m'a inspirée sur la dynamique du petit village. C'est une série que j'adore, je sais que plein de gens l'adorent et s'identifient beaucoup à cette série aussi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de messages très profonds, psychologiques, spirituels, philosophiques à travers ce livre. Mais je voulais quand même garder un peu les codes de ce qui se fait actuellement dans la romance, parce que je voulais vraiment que ce soit un livre accessible et que tous les jeunes aient envie de le lire. Et c'est vrai que si jamais le livre était trop philosophique, trop psychologique, ça ciblait vraiment... la cible était trop spécifique et moi je voulais vraiment élargir le message et que des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la philosophie, la psychologie et tout ça puissent tomber sur mon livre et quand même apprécier l'histoire malgré tous ces messages un peu plus profonds, complexes. Et justement, je me suis dit que c'était super important que ce soit le plus accessible possible, comme ça le plus de monde possible pourrait avoir ces clés. Et le fait de mettre les citations Gilmore Girls, c'était aussi ma façon à moi de le rendre plus accessible, en disant aux gens, oui, c'est un livre initiatique, mais tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre. On n'a pas besoin d'avoir des goûts littéraires très spécifiques pour se plonger dedans. Que ce soit les gens qui aiment la philosophie, ils peuvent l'apprécier. Les gens qui préfèrent la romance, ils peuvent l'apprécier aussi. Et je voulais vraiment juste que mes messages soient partagés avec le plus de monde possible et que ça reste vraiment accessible. C'est pour ça que la couverture, j'ai essayé de reprendre les codes de ce qui se faisait, d'y intégrer la romance, que ce soit vraiment un livre hyper cool à lire à la plage cet été et que sans vraiment s'en rendre compte, ça plante des petites graines avec tous les messages plus profonds que je peux passer, mais de façon très accessible. C'est vrai que tu abordes beaucoup de sujets et puis tu l'as dit tout à l'heure, tu abordes même la spiritualité. Exactement. Donc quel est ton regard par rapport à la spiritualité aujourd'hui, en 2026? C'est compliqué comme question parce que à la base, je suis quelqu'un de pas du tout spirituel, très terre-à-terre, cartésienne, je crois que ce que je vois. C'est vrai que quand j'ai perdu ma tante au Bataclan, on s'est un peu initié à la spiritualité. Je saurais pas trop comment expliquer, mais naturellement, ma famille, ma maman, ma sœur, on s'est un peu initié à la spiritualité pour... ça nous a permis de nous aider à faire notre deuil sur plusieurs années. Donc la spiritualité a été très importante dans ma vie à un moment parce que c'est ce qui m'a aidée à faire mon deuil, à guérir. C'est vrai qu'après, je trouve quand même que de nos jours, ça devient peut-être un petit peu une mode, le développement personnel, la spiritualité. Je trouve que les messages se perdent un peu et ont peut-être moins d'impact parce que c'est tellement utilisé, réutilisé que finalement, ça peut paraître un peu bateau. Donc, je pense qu'actuellement, je m'en éloigne un petit peu tout en le restant. Mais je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre. Je saurais pas comment expliquer, mais trouver un équilibre en continuant à croire à certaines choses, en continuant d'avoir certaines croyances, mais tout en restant vraiment terre à terre. Et je saurais pas comment expliquer. Le rapport à la spiritualité de nos jours actuellement, je trouve que c'est un peu difficile avec la proportion que ça prend, même sur les réseaux, avec les influenceurs, tout ça. Donc je trouve que moi, pour ma part, vu que je suis beaucoup en recherche d'authenticité, c'est parfois difficile de rester dans le mouvement et de pas se dire j'ai un peu envie de
revenir sur terre et juste de trouver un équilibre entre les deux. Je crois qu'un des messages principaux, tu le dis au début du livre, hein, comment tu fais pour être heureuse, pour ne pas avoir besoin de plus pour être comblée? Ma chérie, c'est une question juste d'équilibre. À toi de trouver le tien entre ton cœur et ton esprit. Voilà, exactement. Donc je pense que le message, tu l'as donné ici. C'est ça. Tout est une question d'équilibre pour moi. Entre tout, ça sert à rien de trop aller d'un côté, de trop aller d'un autre. Il faut trouver son équilibre et l'équilibre est différent pour tout le monde. Donc pour moi, ça sert à rien de faire exactement un copier-coller de ce qu'une personne fait parce que ton équilibre à toi peut être totalement différent. Et c'est difficile de trouver le sien, mais je pense que c'est plus ça la quête qu'on devrait avoir, trouver son équilibre. Qu'est-ce qui nous fait être équilibré, avoir une vie équilibrée pour nous, quoi, personnellement. Et quand est-ce que tu peux ressentir un moment où ton équilibre il est un peu instable et comment tu vas te rééquilibrer? Comment tu fais? Bah justement, la danse et l'écriture. Pour moi, c'est ma forme. Justement, dans la spiritualité, on parle beaucoup de méditation pour lâcher prise, se vider la tête. Moi, j'ai jamais réussi à méditer. C'est impossible pour moi de me vider la tête juste en étant assise comme ça, les yeux fermés. Donc ça, je trouve aussi que on dit médite, mais finalement la méditation c'est différent pour tout le monde. C'est pas forcément être assis, fermer les yeux, respirer. Sur certaines personnes ça peut très bien marcher, mais sur d'autres ça peut absolument pas marcher. Et tout peut être forme de méditation quand on y pense. Donc pour moi c'est un peu ma forme de méditation, ma forme de thérapie. Il y a des gens ils préfèrent voir quelqu'un en parler. Et moi, je préfère bouger mon corps, vraiment. J'extériorise ma tristesse, ma colère à travers les mouvements et à travers l'écriture aussi, ça m'aide énormément. Donc quand je sens qu'il y a un petit déséquilibre, je réfléchis même pas, mais assez naturellement, je vais avoir plus envie de danser, plus envie d'écrire. Et après coup, je vais me dire, ah, c'était pour ça, je sentais ce petit déséquilibre sans même m'en rendre compte et j'ai eu cette vraiment pulsion, envie de vite aller danser, vite aller écrire et finalement après... ça se rééquilibre, ça s'apaise. Donc c'est quand même de manière à la fois le corps, enfin tu emmènes les deux, hein, tu emmènes pour pouvoir avoir cette clé et puis ce déclic. Hein, donc tu bouges et C'est puis ça. ça te permet après de mieux ressentir les émotions, de mieux trouver les mots. de mieux trouver les mots. Souvent à travers l'écriture, j'arrive beaucoup mieux à trouver les mots qu'à travers la parole. Le mot vient assez naturellement quand je suis dans ma bulle et avec mon stylo et que j'écris. Par rapport à ta génération, est-ce que tu as aussi d'autres messages qui sont importants pour toi? Est-ce que tu as des causes aussi que tu veux mettre en avant aussi, qui te touchent actuellement? Forcément, je trouve que... Après, je pense que ça a été difficile d'une manière ou d'une autre pour toutes les générations. Je pense que pour personne, c'est juste facile. Mais c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, tous les réseaux sociaux, je trouve que ça pousse énormément à se comparer. Je trouve que la vie va de plus en plus vite, il faut être de plus en plus rapide, il faut prendre de moins en moins le temps de vivre. On voit des gens sur les réseaux sociaux à 20 ans être CEO de leur boîte, avoir fait ci, avoir fait ça, s'être marié, avoir eu des enfants. Et en fait, ça peut nous donner le sentiment qu'on est en retard, alors que finalement, on a tout notre temps devant nous, on est jeune, on a toute la vie devant nous. Et on peut quand même avoir ce sentiment de courir après le temps, d'être en retard par rapport aux autres, de se comparer. Et je trouve que c'est hyper décourageant. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est juste prenez le temps de vivre. On est jeune, prenez le temps d'être heureux, prenez le temps de vivre. Ça sert à rien de courir après le temps, de courir après le succès. Les choses viendront en temps et en heure. Et c'est vrai que, après, je sais pas, je pense qu'on vit dans une société qui a encore un petit peu du mal avec la différence, forcément. Par exemple, même en termes de métier. Moi, ça m'arrive quand je dis que je suis auteur, on le voit dans le regard des gens en mode « Ah, ok, mais c'est quoi ton backup plan ?» Et je suis en mode « pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir un plan B, c'est mon plan A et voilà. » Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de personnes qui s'empêchent de rêver ou qui s'empêchent de penser qu'autre chose est possible. Je sais pas si c'est juste en France, si c'est de partout, mais mon message, c'est juste de suivre ses rêves. Et oui, c'est un risque, c'est vraiment hyper risqué de miser sur soi et de miser sur ses rêves. Mais en même temps, encore une fois, si on le fait pas, ça pourra créer des regrets et ça pourra nous empêcher d'être heureux et ça sert à rien de vivre une vie qui ne nous épanouit pas. Donc il y a plein de messages à faire passer, mais oui, ne pas avoir peur de miser sur soi, ne pas avoir peur de miser sur ses rêves, même si
le reste du monde ne croit pas en vous, tant que toi tu crois en toi, bah mise dessus et continue d'y croire et prends le temps, surtout prends le temps, il y a pas de délai, il n'y a pas d'échéance, chacun a son propre rythme, c'est différent pour chacun, donc juste prendre le temps quoi, et vivre, ne pas oublier de vivre. La vie c'est pas que l'argent, le succès, le métier qu'on fait, les études qu'on fait, c'est pas ça la vie c'est les moments, c'est tous ces petits moments partagés avec les gens qu'on aime, les moments avec soi-même où juste on profite de la vie. C'est ça la vie, donc plus rester accroché à ça plutôt que de courir après des choses qui finalement ne sont qu'éphémères et ne vont pas nous apporter le pur bonheur ou un bonheur qui est éphémère parce que ce sera qu'à un instant T, alors que les petits moments qu'on vit, ça reste gravé pour toujours. Bien sûr, les réseaux sociaux mettent en avant beaucoup de manque, en fait, de frustration hein, par rapport à un état dit normal, Idéal, alors que oui. ce n'est pas la normalité. Exactement. La vraie vie, elle est autre. Et donc, on parlait aussi en antenne d'éclat positif, par exemple, de médias quand même aussi Oui. qui mettent en avant ces petits moments de la journée qui sont positifs. Et toi, comment tu utilises justement ces réseaux sociaux pour pouvoir porter tes messages et pas tomber dans ces frustrations aussi et puis de manque? Ben moi, en tant qu'auteur, je suis sur les réseaux sociaux forcément et je poste par rapport à mes livres, par rapport aux messages que je partage dans mes livres pour essayer de toucher les gens qui en auront besoin, de toucher les gens qui pourraient être touchés. Et oui, non, j'utilise pas du tout ce mécanisme de frustration, de manque. Je suis le plus authentique possible, je parle avec le cœur et je parle des messages présents dans mes livres en espérant que ça touche ceux qui en ont besoin. Donc tu écris en français et en anglais, puisqu'il y a une version Oui, anglaise aussi oui, du oui. livre. Donc quelle était ton intention aussi avec cette version anglaise? Et puis tu es plus à l'aise en français, en anglais, comment tu te situes? Bah, c'est marrant parce que donc je suis française, j'ai grandi en France, mais j'ai vécu 5 ans aux États-Unis pendant mon lycée. Donc forcément, j'ai la biculture, je suis bilingue aussi. Et donc non, j'écris en français, j'adore écrire en français. Mais c'est vrai que parfois, tout un paragraphe va me venir en anglais. Donc naturellement, je vais l'écrire en anglais. Après, je vais devoir le traduire en français. Donc ça me fait rire parfois parce que je me dis c'est marrant quand même. Ça me vient pas en français parfois sur le moment. Assez souvent, c'est pour les dialogues, ça me vient en anglais. Mais non, j'écris la majorité de mon livre en français. Et après, donc, vu que je suis bilingue, que je suis biculturelle, bah, ça me tenait à cœur aussi de faire une version anglaise parce que je me suis dit que comme ça pourrait toucher encore plus de gens, les gens qui parlent anglais, mais même les Italiens, les Espagnols, les Suédois ou en Europe, il y a quand même beaucoup de personnes qui lisent aussi en anglais. Moi, personnellement, je préfère lire en anglais qu'en français. Donc, après, les mots me viennent quand même plus facilement en français, mais ça me tenait à cœur d'élargir un petit peu et que mes mots puissent voyager vraiment autour du monde avec cette version en anglais. Est-ce que tu as des routines d'écriture? Est-ce que tu t'as des moments où tous les matins ou comment tu écris? Non, pas du tout, je me mets pas la pression. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent un nombre de mots par jour ou 1 ou 2 heures par jour. C'est vrai que je pense que moi, si je ferais ça, je me sentirais un peu enfermée et ça me couperait à ma créativité, à mon inspiration. Donc pour l'instant, je me mets pas la pression, j'ai pas de délai. C'est moi qui me mets mes propres délais, donc autant en profiter et ne pas se mettre la pression. Donc même si jamais pendant 3 mois, j'écris pas un mot, bah c'est pas grave, je le vis pas mal et parfois pendant 2 semaines, je vais écrire 5-6 heures par jour. Enfin, c'est vraiment, je trouve que l'inspiration, ça, c'est pas toi qui le contrôle. Ça vient en toi comme ça et sur le moment, t'es là en mode ok, j'y vais. Mais j'ai jamais vraiment essayé de la stimuler ou de la forcer à venir quand elle était pas là. Et non, j'ai pas de routine. Vraiment, je suis le flow. Et qu'est-ce qui te permet d'entretenir aussi ta créativité? Est-ce que tu as des rituels aussi dans ta journée ou à part la danse, bien entendu, on en a parlé? Et ben, mes journées sont beaucoup rythmées par mon métier, la création de contenu pour promouvoir mes livres sur les réseaux sociaux, donc l'écriture quand l'inspiration est là et la danse forcément. Donc j'ai rien mis en place pour stimuler ma créativité ou quoi que ce soit. Je pense qu'après, il y a quand même des aspects positifs aux réseaux sociaux. En tout cas, je sais que moi, dans mes feeds, il y a beaucoup de gens très créatifs avec des vidéos vraiment super créatives,
des concepts hyper créatifs, donc forcément ça stimule, donc il y a forcément des points positifs aussi aux réseaux sociaux, et les discussions que je peux avoir avec les gens, toujours dans la communication, dans le contact, bah, ça peut faire germer une idée. Donc non, j'ai pas vraiment de rituel, juste naturellement. Ça vient naturellement au fil des conversations, au fil des découvertes, que ce soit un film, un livre. Je vais beaucoup au cinéma, je lis beaucoup. Donc je pense que on se nourrit aussi de plein de choses pour après créer son propre petit univers, quoi. Tu abordes même l'argent aussi dans le livre, hein, maman. Oui. Et tu parles de la richesse. Quelle est ton idée par rapport à l'argent? Ben, mon idée par rapport à l'argent, c'est que beaucoup de choses sont basées dessus de nos jours. Forcément, c'est compliqué de ne pas en avoir assez, c'est compliqué d'être dans une situation financière difficile parce que bah, ça met beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de pression. Et c'est vrai que c'est difficile parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour avoir une situation confortable, ça aide au bonheur aussi. Donc je trouve que c'est difficile de trouver un équilibre. Et le mieux, ce serait de trouver quelque chose qui nous fasse gagner de l'argent et qui nous rende heureux, mais c'est pas toujours facile. Donc non, je trouve que c'est un équilibre difficile à trouver parce que, bien sûr, l'argent, c'est absolument pas la priorité, c'est absolument pas ce qui va nous rendre heureux. Ton premier livre, Humaine, le deuxième livre, tu as dit que tu l'as écrit il y a déjà 2 ans et demi, donc Oui. tu as pensé à évoluer. Oui. Donc aujourd'hui, quels sont les thèmes que tu as envie d'aborder, même si tu vas pas non plus tout dire, Oui. mais j'imagine que tu es en phase d'écriture. Oui, un petit peu. Les thèmes que j'aimerais aborder, donc dans l'humaine, c'est vraiment l'humanité, la société, dans Enchanté, c'est le bonheur. C'est vrai que j'aimerais peut-être toucher au thème de l'anxiété, mais toujours dans un roman assez accessible. Vu que moi, quand j'étais petite, j'aimais bien m'échapper dans des univers parce que parfois la vie peut être très difficile. J'aurais pas envie de créer un univers un peu sombre ou anxiogène, donc toujours des univers lumineux, avec des messages d'espoir. Mais c'est vrai que le thème de l'anxiété, ça me touche beaucoup et je pense que ça touche aussi beaucoup de gens. Les relations familiales aussi, c'est vrai que j'aimerais bien peut-être y toucher, mais je pense que l'anxiété, ce serait un thème qui me toucherait beaucoup, d'essayer de trouver une histoire pour pouvoir partager des messages autour de ça, aider les gens aussi et toujours donner un message d'espoir quand même. Tu as dit que certaines rencontres aussi t'ont aidé, ou tu aimes parler pour pouvoir faire avancer tes idées. Quelle personne tu rêverais de rencontrer? Waouh, alors, c'est une bonne question. Bah, je pense que, là, naturellement, je dirais une autrice qui s'appelle Yana Cincotti, parce qu'en fait, c'est une autrice qui a cartonné en auto-édition et qui s'est fait racheter par une maison d'édition. Et en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir l'auto-édition, parce que je suis auto-éditée. Avant, je savais pas du tout que c'était possible. Pour moi, c'était vraiment le parcours traditionnel avec la maison d'édition. Et en découvrant ces livres qui sont devenus mes livres préférés, j'ai aussi découvert que c'était possible d'être auto-édité. Donc, à chaque fois, j'aime bien me dire que c'est vraiment les hasards de la vie. Si jamais j'avais pas découvert son livre, que j'avais pas voulu le lire, l'acheter, j'aurais jamais découvert, ou en tout cas sûrement bien plus tard, l'auto-édition. Et vraiment, quelques mois après avoir lu son livre, l'Humaine était publié et c'est vraiment ce petit déclic où je me suis dit mais attends, mais moi aussi je vais m'auto-éditer, dès demain mes livres ils peuvent être vendus. Donc j'ai tout fait, la mise en page, la couverture toute seule. Et c'est vrai que je trouve son parcours hyper inspirant parce qu'elle part de rien aussi et elle arrive à se faire sa place sur les réseaux sociaux, dans le milieu littéraire. Là cet été elle est en tournée de dédicaces. Elle, ça fait 4 ans qu'elle est dedans. Et je trouve ça vraiment très inspirant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs en auto-édition qui atteignent son niveau. Donc c'est vrai que j'adorerais la rencontrer, ne serait-ce que pour la remercier que son livre soit arrivé sur mon chemin au moment où il est arrivé, parce que c'est vraiment grâce à ça que je me suis lancée en auto-édition, sinon j'aurais même pas su que ça existait. Donc il y a eu des signes, tu as cru aux signes, en tout cas, tu as suivi ça. Merci Fanfan. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais partager avec les auditeurs? Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses concrètes qui ont été dites, donc merci encore. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis bonne lecture à tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que pour tous ceux qui auront l'occasion de lire l'Humaine ou l'Enchanté, j'espère que ça vous apportera de l'espoir, de la joie, quelques petits conseils, ne serait-ce que ce soit une citation du livre. Si ça peut vous aider, moi je serai comblée. Donc voilà.
Merci beaucoup Fanfan et à très bientôt pour une nouvelle conversation de The Happy Rise.